Bonsoir. Ma présentation elle s'intitule Auth for Android Done Right. Donc ça va parler du protocole d'autorisation Auth et de la façon dont on peut l'implémenter sous Android correctement. Je l'ai sous-titré Hello Christophe Pelé pour deux raisons en fait. La première, c'est parce que mon manager depuis plusieurs mois voire plusieurs années, il me tanne parce que il trouve que je suis pas assez visible pour la communauté. Il dit qu'on ne sait pas qui est Christophe Pelé. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que pendant ce talk, je vais programmer un petit bout d'application Android qui va être capable d'afficher Hello, le nom de l'utilisateur. Donc je me présente, je suis développeur chez Xebia et je vais présenter aussi ce qui m'a amené à m'intéresser à Auth. Donc en fait, je passe une partie de mon temps libre à expérimenter autour d'Android sur des tonnes de petits projets perso. Et quand je dis des tonnes, si vous regardez mon profil GitHub, il y a vraiment, enfin, il y a, je pense, des centaines de projets, des centaines de repos, des trucs qui n'ont pas été publiés, des trucs vraiment qui sont uniquement pour mon expérimentation. Et j'ai remarqué que souvent les idées simples et faciles à développer sous Android, elles s'appuyaient sur des API intéressantes. Par exemple, voilà, Spotify, Google, Facebook, LinkedIn, Trello. Et ces API, ce qui les rend intéressantes, c'est qu'elles reposent sur vos données, sur des données personnelles. Et donc, pour protéger l'accès à ces données, ces API, elles sont protégées par le protocole Auth. Et donc mon objectif, comme j'avais plein d'idées comme ça, plein d'expérimentations que je voulais faire basées sur des API avec des données personnelles et qu'à chaque fois il fallait que j'utilise le protocole Auth, j'ai décidé d'apprendre comment faire pour développer ça proprement et sans avoir à réinventer la roue à chaque fois et voilà. Donc je vais expliquer mon intention ensuite. Qu'est-ce que je veux faire dans cette présentation? Auth for Android Done Right, ça signifie quoi? Déjà on commence par Auth. Ce que je vais faire, c'est que je vais implémenter un parcours qui s'appelle Authorization Code. Voilà, donc je vais vous montrer sur un dessin. La première partie de ce parcours, la première étape, c'est l'utilisateur qui lance une application. La deuxième partie du parcours, c'est la partie de récupération d'un code d'autorisation. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que la deuxième étape, donc, c'est l'application qui va demander le code d'autorisation, qui va envoyer une requête à un serveur d'autorisation. Le serveur d'autorisation va demander à l'utilisateur ses identifiants personnels, login, mot de passe. L'utilisateur renseigne ses identifiants et le serveur d'autorisation, il retourne un code d'autorisation à l'application. Donc ce qu'on voit, c'est que cette étape, elle nécessite une intervention de l'utilisateur. La deuxième partie du parcours, c'est l'application à partir de ce code qui va échanger le code donc, contre un token, un access token. Donc elle envoie le code au serveur d'autorisation et le serveur d'autorisation, il retourne le token. Enfin, la troisième étape du parcours, c'est l'application, grâce à l'access token, elle va contacter un serveur de ressources. Le serveur de ressources, c'est le serveur qui connaît vos données personnelles en fait. Qui connaît les données protégées par Auth. Et le serveur de ressources, il retourne la ressource, Christophe Pelé, et l'application, enfin, elle va pouvoir afficher cette ressource à l'utilisateur. Une autre façon de voir le parcours, c'est un peu de retourner du début à la fin, en commençant par la dernière étape. Pour obtenir la ressource auprès du serveur de ressources, il y a besoin d'un access token. Ça, c'est quelque chose qui est spécifié par l'API du serveur de ressources. L'étape précédente, du coup, pour obtenir ce token, on a besoin d'un code d'autorisation ou d'un refresh token. Et cette étape-là, elle n'a pas besoin d'intervention de l'utilisateur. Et enfin, on revient à la première étape. Pour obtenir ce code d'autorisation, là, il faut une intervention de l'utilisateur. Quelques observations sur le parcours. Quelque chose qui est important, c'est que le seul composant qui connaît les identifiants de l'utilisateur, c'est le serveur d'autorisation. C'est pas l'application, elle le connaît pas. Donc ça veut dire que l'utilisateur, il sait que ces identifiants, ils restent en lieu sûr, parce que c'est le tiers qui lui a donné auprès duquel il a choisi ces identifiants, qui les connaît. Ensuite, ce parcours, il permet la sauvegarde du token et son rafraîchissement. Voilà. Et une autre chose à savoir, c'est que la demande de code, donc la première étape du parcours, elle ne nécessite pas de client
de client secret. Le client secret, c'est une information qui est assez sensible du point de vue du développeur, parce que c'est ce qui permet au serveur d'autorisation d'identifier votre application. Et du coup, si cette information est fuite, il y a un risque que n'importe quelle application elle se fasse passer pour la vôtre et que qu'elle réutilise vos identifiants clients pour ses propres besoins. Par exemple, du coup, si c'est une API payante, ça va empiéter sur votre quota, ça va vous faire payer en plus, etc. Une autre chose à savoir, c'est que l'échange du code contre le token, contre l'access token, par contre, c'est une étape qui nécessite un client secret. Du coup, ça veut dire que cette étape-là, pour bien faire, il faut la développer côté back-end pour que cette information elle soit protégée et qu'elle ne risque pas de... qu'il n'y ait pas un utilisateur malicieux qui puisse décompiler l'application et récupérer cette information-là. Et à savoir, c'est que par contre, pour cette présentation, la chance que j'ai en fait, c'est que le serveur d'autorisation Google, il nécessite pas qu'on lui fournisse un client secret. Du coup, je vais pouvoir implémenter mon application complètement côté front-end. Ensuite, qu'est-ce que j'entends par for Android ? Déjà, je vais utiliser un système qui s'appelle AppHost. C'est un système qui fournit un SDK pour chaque plateforme, plateforme Android, iOS et JavaScript. Et pour chaque plateforme, en fait, le SDK, il implémentera des notions qui sont vraiment spécifiques à la plateforme. Donc, par exemple, sous Android, le SDK, il va utiliser les notions d'activité, d'intent, pending intent. C'est un code, le code du SDK, initialement, il a été contribué par Google. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il respecte les bonnes pratiques du développement Android. Maintenant, il est maintenu par la fondation OpenID, qui est une fondation qui s'intéresse, disons, aux standards OAuth et aux protocoles d'autorisation. Donc, on peut s'attendre à ce que le protocole il soit assez bien implémenté. C'est un SDK qui est open source et j'ai pu j'ai pu bénéficier de cet aspect-là parce que j'avais une question quand j'ai essayé de l'utiliser et la question j'ai créé une issue sur le GitHub et j'ai eu une réponse assez rapidement, 1 ou 2 jours, une réponse pertinente avec plusieurs personnes qui ont participé, donc de ce point de vue là c'est assez bien. Et le SDK donc il est disponible sur GitHub à cette adresse. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par done right ? Premièrement, du point de vue de l'expérience utilisateur, l'idée, ce sera d'éviter le plus possible la saisie d'identifiants. Faire en sorte que les identifiants, une fois que l'utilisateur il s'est connecté une fois, que l'application elle se souvienne qu'il soit connecté et pas lui demander de ressaisir les identifiants. On va éviter le plus possible la sélection d'un compte. Ça, c'est quand l'utilisateur il a plusieurs comptes sur son téléphone. Il s'est identifié auprès de plusieurs comptes. S'il a choisi un compte en particulier dans l'application, on ne va pas lui demander de le ressaisir. On va éviter la saisie d'identifiant dans une WebView. Ça, c'est une question en quelque sorte une bonne pratique de sécurité parce que moi, en tant qu'utilisateur, quand j'ai une application qui, de toute évidence, qui me propose une WebView pour saisir mes identifiants, c'est une WebView, elle est maîtrisée par l'application, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de mes identifiants. Ça se trouve, ils vont les enregistrer ou ils vont les envoyer quelque part dans un endroit pas bien. Et du coup, ce que propose le SDK AppHost dans ce cas-là, c'est plutôt au lieu d'une WebView, de nous fournir une Chrome Custom Tab, donc quelque chose qui est à la main du système et qui bénéficie aussi du stockage des cookies du browser, du navigateur du téléphone. Et du coup, et en fait, on voit du coup que c'est une custom tab, on voit une URL, on sait sur quelle page on est pour saisir ses identifiants, on voit qu'il y a un cycle HTTPS qui nous garantit que la connexion est sécurisée. Et voilà. Ensuite,
au niveau du code de l'application, bon là c'est juste des bonnes pratiques assez standards. On évite de faire des fuites mémoire. Limiter les libs tierces, il y a juste implémentation, la mise en place du SDK. Et une architecture très simple, ce sera une activité et quelques async tasks. Et développé en Kotlin. Donc, je vous montre la problématique. Là, ce que vous voyez, c'est une capture d'écran de l'application, du code initial de l'application. Voilà, l'interface graphique est très simple. Il y a juste une text view qui dit hello, le nom de l'utilisateur. Le problème à ce stade, c'est que le protocole d'authentification n'est pas encore implémenté. Et du coup, il y a une erreur au moment où on appelle le web service, le serveur de ressources qui connaît le nom de l'utilisateur. Et ça affiche une valeur par défaut qui est unknown user. On fait un petit tour du code de l'application, le code existant et ce qu'il y aura à développer. Donc le code existant, il y a une main activity qui implémente la vue, qui est juste la text view. Il y a l'appel et le retour de la gestion de la réponse d'app hôte qui est à implémenter. La main activity, elle appelle une async task qui permet de récupérer le nom de l'utilisateur, donc qui contacte le serveur de ressources et qui extrait la réponse pour récupérer le nom. Cette async task, elle appelle le web service Google People, elle extrait le nom de l'utilisateur. Et ensuite, donc voilà, là c'était pour la partie récupération du nom. Et ensuite, il y a une partie qui permet d'implémenter le principe de ne pas redemander à l'utilisateur de saisir ses identifiants. Pour ça, c'est basé sur deux async tasks. Il y a une async task de persistance qui sérialise l'état courant de l'autorisation. Est-ce que l'utilisateur est identifié, est-ce qu'il n'est pas identifié, et qui le persiste dans les shared préférences. Très simple. Et il y a le pendant pour la restauration de l'état d'autorisation, qui récupère l'état d'autorisation dans les shared préférences et qui le désérialise. Maintenant, on va passer au code. Voilà, donc là, je commence par la main activity. Ce qu'on voit, c'est simplement la méthode onCreate qui initialise la vue et qui appelle la sync task de récupération du nom de l'utilisateur en lui fournissant en paramètre un access token, qui est pour l'instant todo, qui est un access token bidon. Et je ne vais pas rentrer dans les détails du code de la sync task, mais comment elle fonctionne, en fait, c'est qu'elle appelle le web service, et à la réponse du web service du serveur de ressources, donc, elle appelle un callback, et le callback, il doit implémenter deux méthodes qui sont onFetchNameSuccess, dans le cas où le nom de l'utilisateur a bien été récupéré. On l'affiche dans ce cas dans la TextView. Et un autre callback, onFetchNameError, au cas où il y aurait une erreur. Et dans ce cas-là, on affiche la valeur par défaut. Donc c'est ce callback pour l'instant qui est appelé. Pour l'instant, je vais commenter l'appel du service du serveur de ressources. Et donc la première étape, on va implémenter en fait la première partie du parcours, donc la récupération du code d'autorisation. Et pour ça, AppHost, il nous fournit un objet qui s'appelle Authorization Service, auquel il faut fournir seulement un contexte. Et sur cet objet, la méthode à appeler, c'est la méthode performAuthorizationRequest. Et il faut lui fournir un objet authRequest et retourne un callback. Qu'est-ce qui se passe là ? Ah oui, il y a un autre argument à fournir. C'est le completed intent.
D'accord. Et il faut aussi lui spécifier. Bon, donc il y a deux arguments à initialiser. Le premier, c'est l'Authorization Request. Et pour l'instancier, on utilise un builder qui est fourni par AppHost. Les arguments de ce builder, c'est une configuration, un client ID, un response type et une redirect URL. Comme c'est un builder, à la fin, il faut penser à appeler la méthode build. En fait, j'ai un problème parce que ça, normalement, ça devrait pas... Il ne devrait pas y avoir d'erreur ici. Bon, on va avancer. Donc on va commencer par instancier la config qui est nécessaire à la création de l'Authorization Request. C'est un objet Authorization Config, Authorization Service Configuration. Et il faut lui fournir deux URL en fait, qui sont les URL qui vont permettre à l'application de contacter le serveur d'autorisation pour récupérer déjà le code d'autorisation. Donc il y a une authorization endpoint et il y a un token endpoint. Authorization endpoint, c'est un objet URI. Et j'ai préparé l'URL dans ma build config. C'est Google Auth Endpoint pour voir à quoi ça ressemble en fait cette URL. Et de la forme, elle est fournie par le serveur d'autorisation. Et de la forme https accounts.google.com/auth. Et même chose pour le token endpoint. C'est une autre URL, je vous la montre. C'est sous la forme googleapi.com/token. Et voilà, donc ces deux URL, la première, elle permet de récupérer le code d'autorisation. Et la deuxième, elle permettra d'échanger le code d'autorisation contre l'access token. Donc là, on est OK avec la config. Le client ID, je l'avais préparé aussi dans la build config. Je vous montre à quoi ça ressemble. Ça, c'est quelque chose qui est fourni dans l'interface d'admin du serveur d'autorisation. Donc là, ici, c'est une interface d'admin dans Google Cloud. Et elle est de cette forme-là, en général. Response type, là, on peut utiliser une enum qui est fournie par AppHost. Comme on veut récupérer un code d'autorisation, c'est la valeur code. Et redirect URI, c'est une URL en fait, qui est utilisée en interne par AppHost qui va permettre au serveur d'autorisation, via une URL de callback, de retourner le code d'autorisation à AppHost. Ça, je l'ai préparé aussi dans la build config. Redirect URI. Et donc voilà. Et pour voir la forme que ça a, c'est aussi quelque chose qui est dans l'interface d'admin de Google Cloud et qui est en fait c'est un custom URL scheme qui permet au serveur d'autorisation donc de rediriger vers un composant qui est utilisé par AppHost. Donc là on a la requête pour récupérer le code d'autorisation. Ce qui nous manque donc c'est le pending intent qui va permettre
à l'application de traiter le retour, le code d'autorisation qui nous sera retourné par Apot. Ça, on va l'instancier avec méthode pending intent getActivity. Donc, ce sera un intent explicite qui va dire à Apot de retourner le code d'autorisation à cette activité, à cette main activity. Le request code, on laisse une valeur par défaut. L'intent, on va le créer un petit peu plus tard. Et les flags, pareil, on laisse une valeur par défaut. Donc là, c'est l'intent concret. Comme je vous l'ai dit, c'est un intent explicite. Le contexte, c'est l'activité. Et la classe cible, bah, c'est je mets Java class parce que c'est l'activité courante. Il y a deux petites choses ici à rajouter sur l'intent. C'est une action. Je vais mettre ça, action handle code. C'est ce qui va nous permettre de distinguer le démarrage initial de l'application. C'est-à-dire quand l'utilisateur, dans son launcher, il clique sur l'application. Et quand Apot appelle l'activité pour nous retourner le code d'autorisation. Donc ça, c'est une constante que je vais déclarer un peu plus haut. Voilà. Donc on revient à l'intent. Et deuxième petite chose, là c'est quelque chose d'annexe. Il faut définir un flag clearTop. Ça c'est pour que pour gérer correctement le retour, le bouton back, quand l'utilisateur décide d'annuler son processus d'autorisation et de revenir à l'activité. Ça permettra que ce soit géré correctement. Et donc voilà. Là, on est bien pour le completed intent. Et maintenant, je vais essayer de voir pourquoi j'arrive pas à faire ça. Request pending intent. Ouais. En fait, l'erreur, elle me dit qu'il manque un pending intent. Seulement. Ouais. Seulement, quand je regarde la signature de la fonction, je vois bien deux paramètres. Bah, le callback, en fait, il est là, c'est celui-là. Ah oui, non, oui, t'as raison. Il ne devrait pas y avoir de callback. Ouais. Merci. Donc là, en fait, on est bon pour la première étape, donc la récupération du code d'autorisation. Je vais lancer l'application, et ce qui va se passer, donc, c'est que là, en fait, l'application va se lancer. Immédiatement, ça va nous rediriger vers le serveur, vers une page du serveur d'autorisation, qui va nous demander de saisir qui va me demander de saisir mes identifiants. Et une fois que les identifiants sont saisis, via Apot, le serveur d'autorisation va rappeler l'activité pour nous retourner le code d'autorisation. Et comme pour l'instant on n'a pas fait de code de gestion du code d'autorisation, enfin on n'a pas programmé la gestion du code d'autorisation, il va rappeler de façon infinie le serveur d'autorisation. Mais déjà on va voir qu'une partie du parcours fonctionne. Ok, donc on voit qu'il a lancé l'application et j'ai une erreur parce que j'ai oublié une chose. Comme on fait du auth, la requête d'autorisation, il faut lui spécifier un scope. Et le scope, c'est là, comme on veut des données utilisateurs, des données de profil, c'est le scope standard profil.
Là, on voit que ça a lancé l'application, que ça a redirigé vers le serveur d'autorisation. On me demande de sélectionner mon compte. Je sélectionne mon compte. Je suis redirigé vers l'appli et on voit que il me redemande mes identifiants parce que j'ai pas géré le code d'autorisation. Comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, première petite chose, j'ai extrait tout le lancement du parcours d'autorisation dans une méthode. Et voilà. Donc là, en fait, on va utiliser l'action pour voir si on a affaire à un lancement initial de l'application ou si c'est la gestion du code d'autorisation. Si c'est l'action standard de lancement de l'application, dans ce cas-là, on peut lancer le parcours d'autorisation. En revanche, si c'est l'action de gestion du code, on peut appeler une méthode à créer qui s'appelle handleCode. Il nous reste à implémenter cette méthode. Je vais la déplacer plus bas. Donc l'idée de cette méthode, ça va être d'extraire le code d'autorisation, ou en tout cas d'extraire ce qu'il faut pour récupérer le code d'autorisation, pour ensuite échanger ce code contre un token, et enfin appeler le serveur de ressources. Du coup, pour commencer à faire ça, on va utiliser un objet qui s'appelle authorization response. Et pour faire l'extraction de l'authorization response à partir de ce que nous retourne AppOut, on utilise la méthode fromIntent avec l'intent de l'activité. Le truc, c'est il pourrait aussi y avoir une erreur. Donc, on instancie aussi une haute exception. De la même façon, fromIntent à partir de l'intent. Et là, à partir de ces deux objets, on va pouvoir commencer à créer un objet authState qui va représenter l'état de l'autorisation. Est-ce que l'utilisateur a récupéré un code, un token, est-ce qu'il est identifié? Ça, c'est un objet qui est fourni par AppOut et il prend en argument la réponse et l'exception. Voilà. À partir de là, l'échange entre le code et l'access token, il va passer par l'objet authResponse. Et en fait, comme c'est un objet, comme il risque d'y avoir une exception, c'est un objet qui est nullable. Donc il faut le protéger avec un let. Et il va falloir envoyer une requête d'échange. Ça se fait grâce à la méthode, en tout cas l'instanciation, enfin la récupération de la requête d'échange qui se fait avec la méthode create token exchange request. Et à partir de là, on va réutiliser l'objet authorization service, du coup qu'il va falloir extraire dans une propriété. Propriété lazy. Et l'objet authorization service, il propose une méthode perform token request qui prend un argument, la token request, et un callback. Qu'est-ce qui nous donne ce callback? Il nous donne une token response, une autre exception, et ici, on va pouvoir, comme on a
franchi une étape en fait dans le parcours d'autorisation. On va pouvoir mettre à jour l'état d'autorisation avec ce qu'on vient de récupérer. Ça, je vais le renommer. Non, pas ça. Ah, mais en plus, c'était pas la bonne que j'avais mis. Ah, c'est X. Et pourquoi, là on va découvrir pourquoi on a besoin de l'objet hotState, c'est parce que au final, c'est lui qui va nous délivrer l'access token grâce à la méthode perform action with fresh tokens dans son callback. Donc là, le paramètre de la callback, c'est access token, ID token et encore une exception. Mais là, pour l'instant, on va les ignorer. En fait, le ID token et l'exception, on va les ignorer. Et on va juste utiliser access token. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, vous vous souvenez de l'async task au début. Fetch name async task. Request code, ça, on peut le supprimer. Et on va pouvoir l'appeler ici. Et se débarrasser du to-do. Et utiliser l'access token. Voilà, donc là j'ai peut-être été un peu vite, du coup je vais prendre un moment pour récapituler ce que j'ai fait. Voilà, donc là on est dans la partie où on extrait le code d'autorisation qu'on a récupéré de AppHot dans le cas action handle code. Ça se passe dans la méthode handle code. On commence par extraire un auth response et auth exception à partir de l'intent. On crée on sauvegarde l'état on enregistre l'état d'autorisation à partir de ces deux objets. À partir de la réponse d'autorisation de l'authorization response, on peut créer une token request. Cette token request, c'est ce qui va nous permettre d'implémenter la partie 2 du parcours d'autorisation en appelant perform token request. Donc c'est la partie qui nous permet d'échanger le code contre le token. On récupère une token response, une token exception. On utilise ces deux valeurs pour mettre à jour l'état d'autorisation. Et à partir de cet état d'autorisation final, donc là, normalement, si tout s'est bien passé, l'état d'autorisation, il indique que l'utilisateur s'est bien connecté, qu'on a récupéré un access token. Et le hotState, il nous délivre l'access token, ce qui nous permet d'appeler la sync task, donc d'appeler le web service. J'exécute ça, et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va avoir un parcours d'autorisation complet, où l'application va rediriger vers le serveur d'autorisation, l'utilisateur va rentrer ses identifiants, le serveur d'autorisation nous retourne un code qu'on échange contre un token, et avec le token, on appelle le web service, le serveur de ressources, et on récupère le nom de l'utilisateur. Voilà, redirection. Je sélectionne mon profil, et je suis redirigé vers la page, et on affiche le nom de l'utilisateur. Donc là, on a déjà fait quelque chose de pas mal. Le problème, c'est que si je relance l'application, déjà ça marche pas. Mais si je relance l'application, il me redirige vers le serveur d'autorisation et je vais devoir à nouveau sélectionner mon compte, alors que j'avais au début de la présentation, j'avais promis qu'on ne le ferait pas. Du coup, ce qui reste à faire, c'est implémenter la persistance et la restauration de l'état d'autorisation pour que cet état, on puisse le retrouver quand l'utilisateur relance l'appli, et que ça nous permette d'afficher son nom, de rappeler le web service le serveur de ressources, et de récupérer son nom comme ça, sans qu'il y ait à intervenir. Comment on va faire ça? On revient au tout début du parcours.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler une méthode, enfin, on va appeler l'async task de restauration. Cette async task, quand elle fonctionne, en fait, on lui fournit un contexte pour qu'elle puisse accéder aux shared préférences. Et on lui fournit un listener, c'est ce qui va lui permettre à l'async task de dire si elle a réussi à récupérer un état d'autorisation ou pas. Et dans ce cas-là, bah, on avise est-ce qu'on relance un parcours d'autorisation complet ou est-ce qu'on peut charger l'access token sans avoir à faire intervenir l'utilisateur. Donc le listener, ce sera l'activité. Il faut créer une clé de shared préférence. On va l'appeler hot_state. Et je la déclare en constante. Ok, là on voit qu'il y a une erreur parce que pour l'instant l'activité, je vais pas oublier ça aussi. Parce que pour l'instant l'activité, bah, elle n'implémente pas le listener. L'implémentation du listener, c'est une méthode. Où est-ce qu'il me l'a mise? L'implémentation du listener, donc, c'est une méthode qui s'appelle onHotStateRestored, qui prend en argument un hotState, et ce hotState, il peut être nul, donc il faut gérer les deux cas. Si c'est nul, il faudra relancer tout le parcours d'autorisation. Et si c'est pas nul, dans ce cas-là, bah, on peut directement appeler le serveur de ressources pour récupérer le nom d'utilisateur. Donc toute la partie qui concerne le lancement du processus d'autorisation, je la mets dans le cas où c'est nul, où l'état d'autorisation est nul. Et dans l'autre cas, bah en fait, je peux directement récupérer toute cette partie-là, que je vais d'abord extraire dans une méthode. Fetch name. Donc là, vous vous rappelez, en fait, c'est la méthode de hotState, la méthode finale qui délivre l'access token. Et cette méthode, je vais pouvoir l'appeler dans le cas où l'état d'autorisation est non nul. Et voilà. Du coup, là, je récapitule ce que je viens de faire. J'essaie de restaurer l'état d'autorisation. J'implémente le callback de la sync task qui, en fonction du résultat de la restauration, si on n'avait pas d'état d'autorisation, on relance tout le processus d'autorisation. Si on avait un état, on peut directement récupérer le nom de l'utilisateur. Là, il manque une petite chose, c'est que j'essaie de restaurer un état d'autorisation, mais je ne l'ai pas persisté. Du coup, la persistance, je vais l'implémenter dans la méthode handleCode. Je vais utiliser une autre async task que j'avais déjà développée, qui s'appelle restoreState async task. Il faut lui fournir là aussi un contexte pour récupérer, enfin pour accéder aux shared préférences. Pardon? Ah oui, t'as raison. J'aurais pas été très loin. Merci. Donc c'est persist hotState. Lui fournir un contexte. Il n'y a pas besoin de listener en fait. La clé pour aller récupérer l'état d'autorisation dans les shared préférentes. Il faut pas oublier de l'exécuter. Et là, je l'ai mis un petit peu tôt. En fait, je vais le mettre, pour l'instant, je vais mettre uniquement quand on est dans l'état final où l'utilisateur est bien authentifié. Et voilà, donc c'est persister. Bah, en fait, juste au moment où on a la possibilité d'appeler le serveur de ressources. Ok.
Donc on va exécuter ça, et bah maintenant ce qui va se passer, c'est un petit peu la même chose qu'avant, le parcours d'autorisation complet, sauf que si on relance l'appli, immédiatement l'application va essayer de restaurer l'état d'autorisation, et si l'utilisateur s'est déjà authentifié, il va pas lui redemander de sélectionner son compte et il va directement afficher son nom. Et là, je sais pas pourquoi ça a marché du premier coup. On va relancer l'appli. On va la désinstaller aussi. Ok, donc là c'est le parcours initial, je choisis mon compte. Il m'affiche mon nom. Jusque là, tout va bien. Je vais tuer l'application. Et quand je la relance, voilà, donc on voit bien qu'il a relancé l'application et que j'ai pas eu besoin de ressaisir mes identifiants. Voilà, on est arrivé au terme du live coding. On va faire un récapitulatif de ce que j'ai fait. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Déjà, il y a du Christophe Pelé partout, donc ça c'est bien. Ensuite, au niveau expérience utilisateur, on a fait ce qu'il fallait pour éviter la saisie d'identifiant, à tel point en fait que, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai jamais saisi mon login mot de passe. Ça c'est grâce au fait qu'on utilise une custom tab, parce que au niveau du système, dans le navigateur de l'utilisateur, dans mon navigateur de mon téléphone, j'avais déjà configuré mon compte Google, du coup j'avais déjà saisi mes identifiants, et Apot, la custom tab, en fait, elle s'est souvenue que je les avais déjà saisis. La sélection, on a évité aussi la sélection du compte grâce au mécanisme de persistance et de restauration. On a utilisé une custom tab et pas une WebView pour saisir les identifiants. Et au niveau du code de l'appli, je vous ai pas montré en détail, mais croyez-moi sur parole, dans les async tasks, je retiens pas de référence. J'ai utilisé des weak références sur l'activité. Du coup, il n'y a pas de fuite mémoire. La seule librairie tierce que j'ai utilisée, c'est AppHot. L'architecture est restée simple. Et c'était du Kotlin. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Parce que j'ai fait de mon mieux sur une séance de live coding d'une demi-heure, mais c'est pas l'implémentation parfaite. Déjà, premièrement, une piste intéressante, c'est d'essayer d'intégrer l'implémentation avec Apot dans une appli avec une architecture MVVM. Ce qui est pas trivial, parce que on a vu que l'utilisation d'AppHot, il y a pas mal de classes, c'est quand même assez invasif. Il y a des listeners implémentés, des pending intent. Du coup, ce serait intéressant de voir comment ça s'implémente dans une appli un peu dans la vraie vie, une appli avec une vraie architecture. Au lieu d'utiliser c'est un des premiers retours auxquels je m'attends, des premiers feedbacks auxquels je m'attends, c'est au lieu d'utiliser des async tasks, utiliser des coroutines, parce que les async tasks, ça fait un petit peu, ça semble un peu dépassé. Voir comment on peut tester unitairement une application qui dépend de Apot, parce que le SDK, comme j'ai dit, il est assez invasif. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une application testable quand on est autant dépendant d'une implémentation? Il y a d'autres parcours hôtes à implémenter, en particulier je pense à Implicit Grant, qui est un petit peu plus simple, mais qui est géré par Apot, donc voir comment ça se comporte. Un autre cas intéressant, c'est d'implémenter, donc là on avait affaire à l'API Google, au serveur d'autorisation Google, qui ne nécessite pas qu'on lui donne un client secret, mais je pense par exemple à l'API Spotify. Là c'est une implémentation qui est une variante de OAuth qui est plus commune en fait, qui est plus et du coup elle s'attend à ce qu'on lui envoie le client secret. Donc du coup il y aurait un petit back-end à implémenter, peut-être sous la forme d'une clone function ou quelque chose comme ça. Une autre piste intéressante, c'est la piste des contributions. Comme le code, et en fait j'ai eu besoin pour arriver à faire marcher mon application, j'ai eu besoin de passer en mode debug dans le code du SDK, et c'est assez clair en fait, c'est assez lisible, donc je pense que c'est pas le pire composant open source auquel on peut contribuer.
Et aussi, une autre piste, c'est implémenter. Là, en fait, mon expérience sur Apôtre, c'est surtout dans la préparation de ce talk. Et du coup, ça m'intéresserait d'implémenter des idées sur API Spotify, des autres API comme ça, même des trucs moins connus, et voir les subtilités de l'implémentation d'Oauth de la part du serveur. Comment est-ce que Apôtre se comporte par rapport à ces subtilités-là. Et voilà. Donc, merci pour votre attention. Donc Michael, développeur Android chez Xebia, et le talk aujourd'hui c'est la sécurisation des appels réseau sur Android de 2009 à 2019. Et pour ça en fait on va faire un bond en arrière. Donc tous ceux qui ont eu un HTC G1 ou un HTC Magic, ça va leur rappeler pas mal de choses. On va faire pas mal de parallèles avec le monde du web de manière générale parce que ça a piloté toutes ces transformations. Et déjà on va commencer avec un constat. C'est que tout le monde aujourd'hui a un téléphone. De toutes les générations, on voit que tout le monde en a un. Et je suis allé sur le Play Store pour regarder les applications les plus populaires avec de natures différentes. Donc on voit du Netflix, du WhatsApp, Outlook, mais c'est le premier qui était dans la liste, mais on peut imaginer n'importe quel client mail. Doctolib, Crédit Agricole, Assurance Maladie. Et donc on voit déjà qu'il y a une sorte de diversité d'applications. Ils sont toujours presque dans les top 100, donc c'est assez populaire. Et en fait, toutes ces applications, évidemment, elles ont des informations privées, ou en tout cas plus ou moins sensibles, qu'on n'a pas forcément envie de partager avec tout le monde. Donc Netflix, on va dire que c'est le mot de passe que vous mettez sur tous vos sites, en fait, c'est votre passe perso. WhatsApp, il y a des messages, des photos, des fois du son, de la vidéo. Outlook, les données de la boîte, du client, donc c'est pas ouf si ça circule sur Internet. Doctolib, alors là c'est sympa, c'est des données médicales, donc c'est encore plus sympa si ça circule. Banque aussi, finalement, Crédit Agricole, mais ça pourrait être n'importe quelle banque, c'est la première qui était référencée quand j'ai regardé hier. Et Assurance Maladie, alors là c'est sympa si vous avez votre numéro amélie.fr qui circule un peu partout. C'est le genre de données qu'on aime bien partager à tout le monde. Et donc, on part de ce constat-là, on sait qu'il y a des données dans les téléphones, on n'a pas forcément envie de les partager. Et on va regarder, en revenant en arrière, ce qu'on a fait pour protéger déjà les sites web avant que les gens aient des téléphones et quand les gens utilisaient leurs ordinateurs chez eux. Donc on va revenir 97, donc c'est un peu plus loin, j'ai menti, c'était pas il y a 10 ans, c'est un peu plus longtemps. Et donc je suis allé chercher des screenshots. Malheureusement, il y a pas beaucoup de screenshots en bonne résolution et ces pages-là n'existent plus. Bon là c'est Amazon. Donc en fait ce qu'on peut quand même voir, c'est qu'en 97, ils avaient quand même un truc qui ressemble fonctionnellement à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, je suis pas sûr qu'ils aient le Prime Now et compagnie, mais on voit qu'il y avait déjà un site web avec des informations et on peut s'imaginer que les gens devaient déjà s'authentifier, déjà mettre une carte bancaire, déjà payer. Donc, a priori, ils commençaient déjà à avoir des problèmes de confidentialité des données dès 97. Bon, j'ai mis BBC. BBC, a priori, c'est moins grave. Bon, vous avez toujours votre adresse postale qui pourrait très bien être physique ou virtuelle, qui pourrait être communiquée si on s'inscrit sur le site. Mais les médias d'aujourd'hui, les médias actuels existaient déjà en 97. Et même si c'est peut-être un peu plus moche, sans doute moins bourré de pub, mais toujours utilisable, le fonctionnement est toujours le même. Ces sites-là qu'on a vus en fait fonctionnent pour la plupart avec du HTTP, soit 1.0, soit 1.1. Et on va juste faire un petit récap simple de comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est un screenshot. Donc à chaque fois sur les slides j'ai mis les liens. Donc s'il y a des parties qui vous intéressent plus que d'autres sur les slides, vous pourrez les consulter plus tard. Donc j'ouvre mon terminal, j'utilise Telnet. Telnet, c'est un petit outil, vous donnez une adresse d'un serveur, vous donnez un port, ça se connecte et vous pouvez directement écrire, c'est un pipe vers un serveur. Donc quand on se connecte avec Telnet sur www.perdu.com, sur le port 80, on va tomber sur un serveur HTTP 1.1. Donc si vous tapez sur le navigateur, c'est ce que le navigateur va faire. Donc on se connecte, connected, trying, voilà, ça répond, connected, escape character is, je sais pas comment ça se dit, pour vous dire comment fermer le programme. Nous, à ce moment-là, on va envoyer une requête sur ce serveur, on va lui dire donne-moi l'index. Donc si je tape www.perdu.com sur mon navigateur, il va faire ça, il va faire get. Bon, si vous avez fait des requêtes réseau, a priori ça vous parle. Get / la version du protocole, HTTP 1.1. Et ensuite on va donner le host en information supplémentaire. Donc ça c'est juste notre requête HTTP. Donc on écrit juste ça. Et le serveur qui est plutôt sympa va répondre, va dire HTTP 1.1, 200, ok.
Ça veut dire que c'est le status code, donc ça marche. On a la date, on a le serveur, on a plein de headers qui correspondent à ce que le serveur est capable d'accepter ou de renvoyer. On a un content length, un content type, et ensuite on reçoit le fameux body qui va être affiché dans le navigateur internet. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez simple à utiliser, mais en fait c'est tellement simple à utiliser qu'on peut voir que si potentiellement on pouvait se mettre entre le téléphone et le serveur, on pourrait voir tout ça circuler en clair. C'est normal, parce que quand c'est sorti, on n'avait pas forcément les infrastructures d'aujourd'hui, les besoins n'étaient pas forcément clairement identifiés. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans le protocole de base, comme il a été défini, il n'y a pas d'aspect sécurité. Ça circule en clair, on fait confiance, et en tout cas, c'était fonctionnel déjà à l'époque. Si on avance un petit peu dans le temps, et qu'on part en 2008, bon là du coup je mens un peu moins, on se rapproche des dates que j'ai mises sur le titre, on a toujours nos sites web les plus populaires, ou pas, mais en tout cas des sites web connus. Donc c'est toujours très difficile de trouver des captures de 2008, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé. Bon, Yahoo, AOL, bon ça c'était pour ceux qui avaient les box AOL en ADSL illimité dans les années 2000. Donc toujours la même chose, on a toujours des comptes et machin, enfin on peut toujours s'identifier. Et en 2008, donc 24 juillet, il y a Gmail sur son blog, enfin sur le blog de Google qui dit aujourd'hui on ajoute une option. Donc c'était une option pour activer HTTPS par défaut. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui avec le recul, on se rend compte que quand c'est sorti, c'était disponible, mais ils n'avaient pas envie de l'activer par défaut. Sans doute pour plein de raisons diverses. Ça pourrait être sans doute parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'avoir des serveurs qui tiennent la charge, ça peut être parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, mais c'était une option. Et les blogs sont toujours les blog posts sont toujours disponibles, donc c'est assez intéressant à regarder en creusant. Et dans les raisons qu'ils donnaient, pourquoi ils ne l'ont pas forcément mis de base, c'est que si vous vous connectez pas souvent dans des cafés, dans des aéroports, dans le dortoir du collège, enfin de l'université, alors vous n'avez peut-être pas besoin de cette couche de sécurité. Donc on partait du principe que les gens, chez eux, ou de manière générale, n'en avaient pas besoin. En fait, on n'avait pas de téléphone aussi. Donc si on relativise, les gens souvent étaient... en 2008, il y avait peut-être un peu moins de gens avec un modem en 56K, mais la principale utilisation, c'était à la maison. Donc ils partaient du principe que c'était sans doute pas si grave que ça. Même s'ils soulevaient quand même les cafés, donc aujourd'hui l'équivalent serait le McDo, aéroport toujours pareil, et les dortoirs, j'imagine qu'il y a toujours du Wi-Fi dans les facs. Et à la fin de à la suite de ce blog post, qui raconte, c'est si jamais vous utilisez toujours HTTPS, c'est facile, vous cliquez et on va rajouter automatiquement HTTPS quand vous oubliez de le taper. Donc ça met bien en exergue qu'à l'époque, on tapait tous HTTP : un truc qu'on fait plus vraiment aujourd'hui. Plus personne ne dit je vais taper HTTP : On avance un petit peu, donc cette option est en bêta, etc. On passe en 2009. En 2009, sur le site de Google, le 23 septembre, il y a la fameuse pub pour le HTC Magic qui commence à débarquer en France. Bon, en vrai, ceux comme moi qui l'avaient précommandé à l'étranger ou quoi, vous l'aviez déjà, mais en tout cas, de manière officielle, Android, après le G1, débarque encore un peu plus en France, et c'est vraiment les débuts des smartphones. Donc en face, on avait l'iPhone, etc. Donc voilà, 2009, HTC Magic. Bon, j'ai fait une emphase sur Magic parce que je l'avais et le G1 non. Mais Android 1.6, Donut, et donc on commençait déjà à avoir des applications. Donc on avait un navigateur web, on avait un client Facebook pas officiel, parce qu'à l'époque Facebook s'en foutait royalement d'Android. On avait des équivalents de toutes les applications iPhone, pas forcément en officiel, mais on avait quand même des moyens de se connecter sur tous nos sites web préférés et les applications. Donc on avait quand même du trafic réseau qui passait depuis notre téléphone, donc souvent en 3G pour ceux qui s'en rappellent, moins souvent en Wi-Fi parce que le Wi-Fi c'était souvent galère à trouver. Il y en avait, mais c'est toujours compliqué. Et en fait, la vraie question qu'on peut se poser, c'est pourquoi HTTPS à ce moment-là, c'était quelque chose d'important. Pourquoi ils ont décidé de le mettre en place déjà en bêta. Et en fait, est-ce que c'est difficile d'intercepter du trafic HTTP finalement? Parce que si c'est difficile, c'est peut-être pour ça que c'est pas forcément prioritaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite démo, comme en 2008-2009, où on va se dire, je suis quelqu'un sur un réseau Wi-Fi, donc ça tombe bien, j'ai mon téléphone sur un réseau Wi-Fi, et je vais essayer d'intercepter du trafic HTTP. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il y a très peu de sites qui restent encore en HTTP aujourd'hui. Donc j'ai plus galéré à trouver un site en HTTP pour faire la démo que de montrer qu'en fait HTTP va pas être forcément super fiable. Donc sur mon téléphone, ce que je vais faire, c'est que je suis connecté sur Wi-Fi, je vais juste aller sur monip.org. Donc voilà, monip.org. On va juste aller faire cette requête là et je vais essayer de le récupérer depuis mon ordinateur. En fait, ce qu'on va faire, c'est que, hop, j'essaye de pas trop spoiler.
On va utiliser une technique qui s'appelle la RP spoofing. Donc en fait, quand mon ordi et mon téléphone sont sur le même réseau, ça pourrait être de l'Ethernet, là c'est sur du Wi-Fi. En fait, les protocoles de communication entre l'ordi, la box et le téléphone sont basés sur la confiance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire au routeur qu'en fait, je suis le téléphone. Je vais dire au téléphone qu'en fait, je suis le routeur. Je vais tricher un peu et je vais faire en sorte que le trafic passe par mon ordinateur. Donc j'ai ma petite ligne de commande que j'ai un peu trichée, qui est prête, parce que c'est un peu en cliquant à taper. Donc j'ai trouvé un binaire qui s'appelle, sur GitHub, qui est vachement bien, qui s'appelle Arpi, qui forge les requêtes avec du Node derrière, donc c'est vachement lisible pour comprendre ce qui se passe sans trop s'embêter. Et donc, comment ça marche? Donc je vais le lancer, après on expliquera comment ça marche un peu plus concrètement, mais je lance Arpi, je vais donner une cible. En fait la cible ça va être directement une adresse IP. Bon, je vais tricher, il y a des outils pour scanner les devices sur un Wi-Fi, mais c'est pas le but du talk de ce soir, donc je vais taper directement l'IP 10.7.14.210. La gateway 10.7.12.1. Et ma network interface, c'est ma carte Wi-Fi sur mon ordinateur. Et je vais passer l'option sniff. Donc ce qui va se passer, quand je vais lancer, c'est qu'il va du coup aller embêter mon téléphone. Hop. Et tout le trafic qui passe par mon téléphone va finir par passer par mon ordinateur en fait. Hop. Donc si je vais sur mon ip.org et je commence à rafraîchir, il commence à y avoir plein de trucs qui circulent. Généralement quand c'est moche, c'est que c'est du HTTPS. Et quand c'est à peu près lisible, c'est que c'est du HTTP en fait. Pour vérifier ça, on va utiliser un autre outil qui s'appelle Wireshark, que tous ceux qui ont déjà commencé à jouer un peu, à renifler des interfaces réseau, etc. ont dû utiliser. On va se mettre sur le Wi-Fi et on va pas s'embêter, on va directement filtrer par HTTP. Si je rafraîchis, en fait on peut voir la requête HTTP qui passe de mon téléphone sur mon ordinateur. Là sur mon téléphone j'ai rien fait, j'ai pas mis un proxy, j'ai rien autorisé et ça passe. Donc si je vais dans HTTP, je peux voir un get, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en fait, finalement get /http1 host mon ip.org et je peux demander à voir tout le résultat. Donc si je fais follow HTTP stream, je vais avoir la requête, les headers de réponse et la réponse. Ça en 2009, quand les gens allaient sur Facebook, ça marchait aussi simple que ça. Et on pouvait récupérer les cookies, on pouvait se loguer. Ça marchait évidemment aussi sur tous les gros sites web. Je dis Facebook parce que c'était un peu la mode sur les forums de faire ça sur Facebook pour dire aux copains coucou, j'envoie des messages avec ton compte. Mais du coup, sans HTTPS, les sites bancaires, les Amazon, les whatever sont trouvés. Donc on va fermer tout ça. Alors Arpi, il y a quand même un petit problème, c'est que pour fermer Arpi, on peut pas faire CTRL-C, on peut pas le fermer vraiment. Je suis obligé de le killer manuellement, en sudo. Donc j'ai la petite ligne qui le fait. Si j'arrive à taper mon mot de passe, ce sera mieux. Ok. Et donc, on va revenir. Donc, sans HTTPS, tout le monde peut voir ce que vous faites. Bon, ça a priori, on le savait déjà. Mais c'est bien de le remontrer et de montrer qu'à l'époque, c'était quelque chose qu'on pouvait faire n'importe où. Et dès qu'on est dans un McDo ou ou un hôtel ou quoi, on pouvait le faire. Et le plus drôle, c'est les hôtels où il fallait payer. En fait, si vous pouvez voir le trafic, vous pouvez très bien voir la connexion d'un voisin qui lui a payé et récupérer ses cookies ou autre chose. Donc c'était vraiment un gros problème de ne pas avoir cette couche de sécurité. En schéma, notre ordi est connecté sur le réseau et il va dire je suis lui, à lui je suis lui, et du coup il va faker en gros les correspondances et intercepter tout le trafic. Sur des switches d'entreprise un peu professionnels, on va forcer, on va avoir des systèmes de cache qui vont vérifier en fait que on va pas mentir, qu'un ordi qui est identifié va pas pouvoir voler la place n'importe comment. Mais sur le réseau domotique classique, le réseau Wi-Fi classique de chez vous, ça marche. Donc les commandes tout simples, Arpi, etc. Et on peut même mettre une règle pour filtrer sur le téléphone, si on avait plusieurs, et plusieurs devices et HTTP. Mais vous avez vu que comme il n'y a plus personne qui fait vraiment de HTTP, en principe, si je filtre par HTTP, je vois que ma requête à moi, de mon téléphone. Une fois qu'on avait cette période-là, on passe en 2013. Et en 2013, Facebook fait un post où ils annoncent qu'ils utilisent maintenant HTTPS par défaut. Bon, ça a énervé pas mal de gens qui s'amusaient à troller leurs copains, mais ils se sont dit du coup, ok, bon, maintenant c'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de mature. Ça veut dire que derrière, les gens qui se connectaient à Internet avec leur navigateur avaient tous un navigateur, ou pour la plupart en tout cas, avaient un navigateur compatible, ou un téléphone compatible. Donc il y a eu effectivement, pendant la période avant, une période de transition où les gens avaient besoin d'avoir un device plus ou moins récent. Et donc on peut imaginer que les vieux Windows, par exemple, qui n'avaient pas forcément les certificats ou tout pour que ça marche, ont été droppés, mais pour le bien commun.
Et donc, automatiquement, voilà, ce qu'il raconte, c'est quand vous allez sur HTTP, on vous redirige sur HTTPS, et la manière dont c'est fait qu'il n'y a aucune information sensible qui va filtrer. Et en fait, la question qui est derrière ça, c'est pourquoi HTTPS a été aussi dur? Parce qu'en fait, il y a eu 4 ans, 5 ans entre les deux, alors que la techno elle était déjà là en bêta depuis un bout de temps chez Google. Pourquoi c'était aussi difficile à déployer et à utiliser? Il y a plusieurs raisons. La première, en fait, c'est la manière dont ça fonctionne. Donc HTTPS, concrètement, c'est un système de clés privées partagées, en infrastructure. Et en fait, dans votre téléphone, dans votre ordinateur, on va faire confiance à certaines personnes. Donc là, je suis allé sur google.fr, juste cliquer sur le cadenas. Et en fait, de manière publique et assez transparente, vous pouvez voir une chaîne de confiance. Donc ça veut dire que dans mon ordinateur, j'ai un certificat qui a été préinstallé. Là, c'est sur un Mac, mais sur un Arch Linux, Ubuntu, Android, c'est pareil. Vous faites confiance de base à des entités. Donc là, GlobalSign. Cette entité, elle va faire confiance, va dire Google Internet Authority est de confiance. Et comme vous faites confiance à la première, qui fait confiance à la deuxième, quand google.com ou .fr, le site, vous donne un certificat qui dit je suis validé par telle personne et que cette personne est validée par par GlobalSign dont tu as l'entière confiance, automatiquement on appelle ça une chaîne et vous faites confiance au certificat. Donc quand vous allez acheter un certificat sur internet, vous allez toujours avoir un hôte de confiance et au final c'est rattaché à une autorité racine. Donc là j'ai pris ça depuis n'importe quel site de fournisseur de clés. Et en fait une des problématiques à l'époque en tout cas, c'est la génération de ces fameuses clés. On n'avait pas forcément les outils d'aujourd'hui et en fait à l'époque quand les gens faisaient souvent leur site perso, par exemple on va prendre un OVH en mutualisé, vous n'avez pas forcément accès à l'endroit où vous allez pouvoir faire des commandes, où vous allez pouvoir uploader un certificat, à l'endroit où vous allez pouvoir faire une requête. Donc typiquement sur mon ordinateur je peux très bien faire une demande d'une signature de CSR, donc c'est la procédure qui va ensuite être envoyée pour validation à l'autorité. Mais si vous n'avez pas les serveurs HTTP où vous les envoyez, vous très bien un certificat mais vous ne pourrez pas vous en servir. Et donc beaucoup de sites petits ou moyens, ou perso en tout cas, vous ne pouvez pas utiliser ce genre de technologie. Ensuite, il fallait payer. Alors aujourd'hui on trouve gratuit ou très peu cher, mais en fait on se rend compte que à l'époque c'était pas donné. Et en plus à l'époque on n'avait pas forcément l'habitude de déployer un truc sur Amazon, on n'avait pas l'habitude de déployer un truc sur GCP. Et en fait même aujourd'hui on se voit qu'il y a certains fournisseurs où c'était pas forcément donné. Enfin, même aujourd'hui ça. Alors qu'il y a des alternatives gratuites, mais qui apportent des niveaux de sécurité différents. Il n'y a pas forcément de documentation, parce que c'était assez nouveau, et puis Stack Overflow, c'était peut-être pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et en termes d'outils automatiques, aujourd'hui, on a vraiment des binaires, vous lancez sur votre serveur, ça va utiliser les vérifications DNS, et ça va vous générer un certificat, le récupérer, et ça va marcher tout seul. Ça, à l'époque, on l'avait pas, donc forcément, les grosses boîtes, Google, Facebook, pouvaient le mettre en place facilement, mais une petite entreprise qui n'avait pas forcément beaucoup de bandes passantes ne pouvait pas le faire. On va faire juste à peu près la même démo en HTTPS, voir en termes d'implémentation si je rajoute dans une application comment je passe de HTTP à HTTPS, et du coup on va bien vérifier que c'est chiffré. Mais spoiler, vous l'avez déjà vu, il y avait des caractères dégueulasses dans mon terminal. Donc j'ai fait un truc super simple pour le coup, j'ai essayé de faire le plus simple possible sans utiliser aucune lib ou quoi, que ça reste clair même pour des gens pas Android, parce que le Sotalk n'est pas forcément réservé à des Android 2 et plutôt un peu tout le monde. Il y a 2-3 subtilités Android très moches, de threading, etc. Mais moi, ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui, c'est j'ai une classe HTTP qui a une méthode call toute bête. Alors, ceux qui ont fait de l'URL connection à l'époque, ça les fait pleurer. Mais aujourd'hui, on utilise plutôt du retrofit ou du OK HTTP. Ici, là, j'ai une URL, mon ip.org. En HTTP, je lui dis ouvre la connexion. Et puis, je vais la lire. Là, je vais loguer. Et voilà, je fais ma requête, tout simplement. En fait, en HTTPS, ça coûte rien. En fait, de passer en HTTPS aujourd'hui sur ce genre d'application, on rajoute HTTPS et voilà, ça passe. Donc, si je lance dans mon application, hop, HTTPS caller, je vais déployer. Alors, je vais tricher cette fois-ci. Je vais en profiter pour vous présenter un autre outil qui s'appelle Shards. Donc, il y en a plein. C'est un debugger, un proxy HTTP plutôt, on va dire. Donc, en fait, dans mon téléphone, je vais dire explicitement, je veux que toutes mes requêtes HTTP passent dans Shards. Donc c'est un peu la mécanique inverse de forcer le téléphone à le faire. Hop, alors, il faut quand même juste que je récupère l'IP. Parce qu'entre le réseau d'ici et chez moi, c'est pas forcément la même chose. 17, 13, 142. Si vous voulez vous connecter dessus, vous pouvez, mais je vois pas forcément
l'intérêt, sauf si vous voulez voir vos mots de passe ou quoi en clair. C'est un peu dommage. Donc, j'ai une application vraiment toute bête. J'appuie, request, et ça va faire une request. Donc là, il y a une erreur. Et oui, j'ai fait en sorte que ce soit assez visuel de loin. Donc c'est rouge. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Si je demande à mon navigateur, enfin à mon Charles, pardon, d'intercepter les requêtes et de les décoder, et que c'est une requête HTTPS, il va y avoir une erreur. Automatiquement, le système va voir que moi, je ne suis pas l'autorité de certification officielle. C'est un certificat sur mon ordinateur. Donc il me dit, handshake failed, donc c'est la procédure de mise en relation, on va dire. Vous devez configurer votre navigateur, votre application pour faire confiance à Charles. Donc en 2 secondes, on bloque, tout simplement. Et donc le contenu, il s'affichera pas, tout simplement. Et derrière, c'est du code, enfin c'est des caractères illisibles. Donc, je vais essayer de les afficher quand même, mais je pense pas qu'on va pouvoir, parce que c'est que le handshake là. Et sur le téléphone, évidemment, dans le code, on va avoir une exception qui va être levée. Donc forcément, HTTPS égale, ouais, super, le trafic est chiffré. Évidemment, vous vous doutez qu'on va pas s'arrêter là, parce que vous avez tous entendu dans vos missions, surtout peut-être les gens qui travaillent sur les applications, on va dire, plus sécurisées, même si je pense que tout le monde peut profiter de ça, des applications type bancaire ou des informations sensibles. Mais en fait, il y a des nouveaux paradigmes qui se mettent en place. Et donc on va continuer d'avancer dans l'histoire pour essayer de les voir. Et donc en 2016, sur le web en tout cas, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont défini la notion de secure context. Ils ont dit, maintenant, on va définir dans un navigateur un contexte où on considère qu'on est sécurisé. Si on fait si on trouve un aspect directement pratique à ça, c'est que sur Chrome par exemple, ça va être la même chose sur Firefox j'imagine, on ne peut pas accéder à la caméra si on n'est pas en HTTPS. Ils ont considéré que c'était pas safe. Et en fait, il y a plein d'API comme ça qui vont être bloqués si on n'est pas en HTTPS. Donc a priori, c'est que ça commençait à sentir un peu mauvais. Et par exemple, si on inclut du contenu depuis un site HTTPS, par exemple une image qui est pas en HTTPS, ça va commencer à bloquer, les requêtes vont pas forcément passer. Et de plus en plus, on avance sur le blocage dû à ce security context, qui est bénéfique pour l'utilisateur, qui peut être enquiquinant pour certains développeurs. Et si on continue toujours un petit peu, donc là on commence vraiment à se rapprocher de ce qu'on fait aujourd'hui. En 2018, si je vais sur un site web qui n'est pas sécurisé, enfin qui n'est pas HTTPS, Chrome va marquer not secure. Alors c'est pas encore un gros warning rouge comme une erreur de certificat, mais sur mon navigateur, si je vais sur monip.org, si ça veut bien charger, ici vous avez un petit nom sécurisé. On peut commencer à parier que dans quelques mois ou années, ce sera des grosses erreurs rouges qui vont exploser comme un certificat invalide. Alors évidemment, ils font pas ça pour rien, donc il y a des raisons, et en fait ce qu'on peut voir c'est que même sur Android, il y a ce genre de choses qui est faite. En fait, quand j'ai fait mon application et que j'ai voulu lancer une requête HTTP sur un site en clair, en Android 9, en fait Android 9 va bloquer automatiquement toutes les requêtes HTTP en clair. Ça, je l'avais pas forcément vu, j'ai pas forcément eu de warning. Et quand j'ai lancé mon application, j'ai une magnifique exception. Et en fait, il faut forcer dans le manifeste l'application pour autoriser des requêtes HTTP en clair. Donc c'est qu'il y a vraiment une problématique qui touche toutes les plateformes pour qu'ils en arrivent à faire ça. Donc, est-ce que c'est facile de switcher HTTPS? Oui. Côté serveur, aujourd'hui, si vous avez des petits endpoints à mettre en place, par exemple, vous pouvez utiliser Let's Encrypt ou même juste pour générer des clés avec un nom de domaine associé. Donc c'est gratuit, c'est rapide, c'est automatisé, à prendre quoi. Et en fait, est-ce que générer un certificat comme ça va résoudre tous vos problèmes? Non. Pourquoi? En fait, je vous ai dit, il y a une chaîne de confiance. Donc vous faites confiance à GlobalSign, qui fait confiance à Google, vous faiite confiance à GlobalSign, donc vous faites confiance à Google. En 2015, donc oui j'ai triché, j'ai sauté des dates, en 2015, Firefox a publié Mozilla, l'éditeur de Firefox a publié un article où il disait qu'ils allaient révoquer un certificat de la chaîne de confiance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un certificat qui avait été émis, je vous dirai après par qui, et ce certificat a été utilisé pour aller renifler des requêtes, etc. sur un pare-feu. Donc en gros, ils avaient profité du fait qu'on fasse confiance à un certificat pour en générer des nouveaux et renifler des informations dont ils n'avaient pas accès. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un certificat qui a été issu d'un, je ne sais pas si c'est une entreprise ou un espace en Chine en tout cas, qui a été détecté. Et donc finalement, ça a permis de faire du man in the middle, SSL. En gros, c'est ce qu'on a fait, on force le trafic à passer par son ordinateur, on donne ce faux certificat, et du coup, forcément, on n'a pas le choix, on est obligé de faire confiance. Et on s'en rend pas compte, parce que forcément, comme on fait confiance, c'est invisible. Et en fait, on pourrait troller et dire, oui, c'est la Chine, c'est compliqué, c'est un autre Internet, etc.
Mais en fait, en 2013, donc j'ai encore triché, j'ai inversé les dates, pour un effet dramatique, en France, Google a publié un article, parce qu'en fait en France c'est arrivé. Il y a l'ANSSI qui a généré un certificat, et donc pendant quelques heures ils ont reniflé apparemment, enfin, vu qu'ils ont bloqué, des domaines, enfin des requêtes qui passaient par les serveurs de Google. Donc en fait ça peut toucher n'importe qui, même des états où on se dit il y a moins ce genre de contrôle, c'est pas forcément explicite. Donc ce que ça relève en fait, c'est que faire confiance à des gens de base, sans forcément savoir à qui on fait confiance, bah, c'est une faiblesse. Et donc on peut très bien se dire je vais générer un certificat SSL, mais si dans la chaîne il y a un chaînon qui est faux, bah, ça met en péril toute la sécurité de la chaîne. Et donc est-ce que ça c'est possible sur Android ? Eh ben oui, en fait on pourrait très bien rajouter un nœud dans la chaîne, soit manuellement, comme là. Donc en fait si je télécharge un certificat sur mon téléphone et que je fais OK, ça va le rendre valide, il va être installé. Donc là c'est Charles, c'est mon proxy. Et en fait, là on pourrait se dire ouais mais qui va faire ça, etc. Mais si vous êtes dans une entreprise et que vous avez certains services qui sont bloqués, on va vous demander d'installer ce genre de certificat. Et ça veut dire qu'ils peuvent accéder à n'importe quoi. Et imaginons que vous trouvez une application qui a l'air cool, etc. On y reviendra plus tard. Il y a des fois des attaques qui vont faire en sorte que des jeunes ou des personnes qui ne sont pas forcément fortes en technologie vont installer ce genre de choses. Donc on ne peut plus forcément faire confiance aux autorités de certification qui sont installées sur le device. Sur Android N, en tout cas, ils ont été un peu plus, ils ont serré la vis sur la sécurité, parce qu'en fait, quand vous ajoutez ces fameux certificats, ils étaient valides pour tout le monde. Ça veut dire que dans n'importe quelle application, on faisait confiance. À partir d'Android N, les applications par défaut ne faisaient confiance qu'aux trust systems. Donc vous pouviez en ajouter autant que vous voulez, c'était pas pris en compte. Si on voulait faire en sorte que ce soit pris en compte pour du debug par exemple, il fallait modifier le manifeste, rajouter certificat user pour dire ok, fais confiance à l'utilisateur. Et là, c'était débuggable. Évidemment, toujours le jeu du chat et la souris. Pour tous ceux qui connaissent Magisk, donc c'est un framework pour les personnes qui sont en route sur leur téléphone, qui permet d'installer des modules pour acheter des fonctionnalités ou pour bidouiller ou trifouiller, en tout cas. Il y avait un module automatique qui disait tu ajoutes un certificat en user, je le rajoute en système. Et donc automatiquement, ça permettait à des gens qui voulaient analyser leurs applications de ne pas avoir à modifier l'APK, rajouter un truc dans le manifeste, ça le fait automatiquement. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Si on n'a pas forcément confiance à l'autorité de certification, on pourrait se dire, du coup, je vais faire moi-même mon truc. Je vais self-signer mes certificats. Donc, n'importe qui peut générer un certificat. Le problème, en fait, la réponse, en fait, c'est peut-être. C'est pas sûr qu'on puisse utiliser ça en production. On peut pas faire ça. On peut pas générer un certificat, self-signé, si on est sur une application web, par exemple, qui va être utilisée par le grand public. Parce que eux ne vont pas avoir confiance en vous. Donc forcément, erreur HTTPS, cadenas rouge, tout le monde va partir et plus d'utilisateurs. Enfin, sauf s'ils vous font vraiment confiance. Mais à leur place, je me poserai des questions. On peut faire ça, par contre, sur du mobile, par exemple, dans le cas où c'est vous qui codez la requête réseau, c'est vous qui décidez ce qui est une erreur, ce qui n'est pas une erreur. Et donc, on pourrait potentiellement utiliser un certificat self-signé sur son application, mais il faut se poser des questions, est-ce que c'est forcément la bonne pratique ou pas ? Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est peut-être prendre le bon de là-dedans et essayer de l'implémenter dans une application. Et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est créer une classe différente qui utilise HTTPS. Donc j'ai essayé de faire le plus concis possible et sans Kotlin. Donc c'est très chiant à faire en Android de base. Et je vous montrerai après que c'est beaucoup plus facile avec les outils de 2019. Et en gros, je fais à peu près la même requête qu'avant. Donc j'ai toujours un URL connection, en HTTPS URL connection. Et en fait, je vais lui donner une nouvelle manière de vérifier qu'un appel est valide. Donc je vais lui passer une SSL Socket Factory qui va être en charge de, quand la connexion s'ouvre, de vérifier que la personne qui est de l'autre côté est de confiance. Et un hostname verifier, juste pour vous montrer que ça existe, parce qu'on pourrait très bien vérifier un hostname. L'idée, c'est qu'en fait, quand on implémente cette fameuse Socket Factory et son SSL context, on a ce genre de code qui est pas très agréable à coder, où on va avoir des méthodes check server trusted, où on va recevoir des arrays de certificats. Le certificat, si on va par exemple sur un Google et qu'on clique là, je vous le disais, c'est la liste des fameux certificats dont vous faites confiance. Si on clique sur détail, en fait ces certificats sont super gros et c'est la même chose qu'une clé pour GitHub par exemple. En fait, ces certificats ils ont quand même une signature. Donc, on pourrait dire, ok, je connais la signature de mon système à moi, donc je vais l'ajouter dans mon application et je vais faire confiance que à celle-là. Donc en fait, c'est ce qu'on fait ici. Donc là, je fais une requête sur https monip.net, pas .org cette fois, parce que .org n'a pas https et .net oui.
Et du coup, je lui dis, bah, tu vas compter combien de certificats de la chaîne font partie de ceux que moi je vais truster. Donc j'ai une liste très moche avec, ça c'est le certificat de mon IP.net. J'ai récupéré la signature, je l'ai mis dans le code. Et en fait, je dis, bah, si s'il y en a pas, enfin s'il y en a aucun qui est valide, je lance une exception et ça va péter et voilà. Sinon, bah a priori, s'il y en a moins un qui est valide, donc ça veut dire que si il y en a plusieurs, genre lui, lui ou lui, s'il y en a un que je trust, c'est bon. En fait, en faisant ce code-là, ça veut dire que là, je passe complètement outre tous ceux du système. Ils sont pas récupérés, c'est vraiment les miens. Et donc, a priori, si j'ai bien fait mon truc, quand je vais sur mon IP.net, ça marche. Donc on va essayer de le lancer. Hop, custom HTTP Scholar. Ce que je vais faire juste, c'est que je vais dire à Charles de ne pas intercepter les requêtes. Pour voir que sur mon téléphone, j'arrive à faire une requête avec un certificat que je vérifie moi-même, et pourtant ça va passer. Mais c'est moi qui fais la vérification, c'est pas le système cette fois-ci, c'est la main du développeur. Donc si je clique sur request, ça devrait être vert dans pas longtemps. Voilà, parfait, c'est vert. Si maintenant je demande à intercepter le trafic, proxy, SSL. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'au lieu de recevoir le certificat de base, il va recevoir le certificat de mon ordi et que je refais une requête. Et il devrait m'envoyer péter en principe. Voilà. Donc il pète. Pourquoi? Bah parce que c'est toujours pas le bon certificat. Et pourtant, il fait confiance à celui de mon IP.net, on a dit. Et donc je suis allé hier, ou ce week-end, j'ai fait ça, j'ai fait détail pour vérifier que la signature n'ait pas changé parce que si la signature change, forcément, bah, ma démo marche pas. Et après, vous rigolez tous. Et donc, une fois que j'ai fait ça, bah en fait, faire confiance en quelque sorte un peu à un certificat maison, qui là l'est pas puisque c'est un certificat qui est valide, c'est ce qu'on va appeler suspense SSL pinning. En fait, c'est ce qu'on dit, aujourd'hui c'est le terme un peu à la mode, mais c'est ça en fait, c'est faire confiance à une autorité de certification dont vous avez la main. Et en fait, le schéma qui est sur le site de Google, c'est ok, j'ai un certificat SSL, historiquement, vous avez un certificat SSL qui arrive sur votre téléphone, vous faisiez confiance au système, et maintenant le système, bah, vous lui faites plus trop confiance parce qu'on sait qu'il y a des problématiques de sécurité là-dessus, et vous allez vous-même décider comment faire confiance à une application, enfin à une requête qui dans votre application. Alors, est-ce que c'est le truc à implémenter? Oui, mais attention, si jamais le serveur change de signature, les certificats changent de signature, il faut prévoir ça, parce que surtout sur Android, vos applications ne se mettent pas forcément à jour à 100% chez tout le monde. Et donc si vous avez plusieurs serveurs, vous avez plusieurs certificats, et que vous avez des vieilles applications qui n'ont pas les signatures, bah ça va passer en erreur chez tout le monde. Alors que en fait ce sera valide, mais non. Donc si vous mettez du pinning, il faut toujours trouver un système pour mettre à jour la chaîne chez tout le monde. Et en fait, je dis pas comment, parce qu'en fait c'est un autre sujet de conférence, parce que comment vous faites pour mettre à jour ce genre de truc, sachant qu'il faut avoir confiance en quelqu'un. C'est assez compliqué. En tout cas, en termes de code récent, ça ressemble plutôt à ça. Donc si on a un retrofit par exemple avec du cache HTTP, bah il y a une extension dans, je sais plus si c'est de base maintenant ou en tout cas dans un dans une dépendance à part, certificat de pinner, vous ajoutez le host, le SHA-256 de la clé, cache HTTP client, vous créez votre client, vous le passez à votre retrofit et voilà. Donc ça coûte pas grand chose à rajouter en tout cas. Si vous avez une infra derrière qui est capable de soit garder les mêmes signatures de certificats, parce que c'est possible de renouveler, soit sinon vous codez votre propre truc. Est-ce que ça va résoudre tous les problèmes de sécurité? Non. Mais presque tous, enfin la plupart en tout cas. De quoi je devrais avoir peur finalement si je mets du pinning? C'est social engineering. En fait, c'est vous pouvez avoir la meilleure brique technique que vous allez implémenter. Si vos utilisateurs se font, on va dire, embobiner, votre device il pourra être compromis. Et donc vous allez les retrouver dans les mêmes travers qu'avant. Vous pouvez mettre la meilleure sécurité, ça va pas résoudre ça. Et en fait, un bon exemple, c'est il n'y a pas si longtemps, Fortnite est arrivé sur Android, il y avait carrément des pubs sur YouTube avec des applications vérolées. Donc là, carrément, on leur demande aux enfants d'installer des applications avec on ne sait pas quoi dedans. Il y a peut-être des exploits root, il peut y avoir tout, n'importe quoi. On leur dit va sur telle adresse, télécharge l'APK. Et en fait, quand je vous disais tout à l'heure que le certificat, on pouvait demander à n'importe qui d'installer n'importe quoi, pour Fortnite, apparemment, ça peut marcher en tout cas. Et ça, c'est un exemple, mais en fait, les jeux piratés ou les jeux qui sont que sur iOS, en premier et pas encore sur Android, vous avez à chaque fois des fakes, des pubs qui arrivent pour forcer les gens à installer n'importe quoi. Et donc, soit c'est sur un téléphone d'un gamin, soit c'est sur le téléphone de la famille, et en fonction de ça, vous pouvez voir le niveau de gravité en fait de ce genre de dérive. Mais du coup, maintenant on a ça, est-ce qu'on a peur d'autre chose? Oui, on pourrait avoir peur du reverse engineering d'une certaine manière. Donc, avoir peur que quelqu'un foute le nez dans notre application. Et en fait, là, on peut être quasi sûr que le device il va être compromis en fait, parce que la personne va avoir un device modifié de base via du root ou via d'autres choses, et donc a priori
les sécurités qu'on s'est embêté à mettre en place peuvent être sautées. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'on va signer l'application, on va prendre le code qu'on a fait là, avec notre custom verifier, etc. Et en fait, on va décompiler l'application. Donc, bon, et les logos sont pas tous aussi beaux les uns que les autres. Et en utilisant tous ces trucs-là, on va ouvrir l'application, on va rajouter notre signature à nous, on va la refermer. Et en fait, on va voir que finalement, en faisant ça, une application qui avait des appels qui étaient chiffrés, on va pouvoir les déchiffrer. Enfin, en tout cas, pas forcément déchiffrer, mais les rechiffrer avec une clé qu'on est capable de lire. En fait, on va voir que c'est assez simple. Donc, je garde toujours mon custom HTTPS caller et je vais enlever du code des lignes que j'avais prévues pour vous montrer d'autres trucs. Hop. Donc, j'enlève. Ça, c'est des certificats de Charles, etc. que je me suis embêté à récupérer au cas où je voudrais les injecter dans le code. Donc, j'ai mon application qui utilise mon custom HTTPS whatever. Je vais générer un APK. Et donc, imaginons, vous prenez n'importe quelle application du store. Vous pouvez télécharger l'APK aussi ou le récupérer via un device routé. En tout cas, même sans router, c'est très facilement faisable. Et en fait, là, le risque, ce serait votre application est sur un store et vous voulez pas que les gens regardent ce qui passe sur vos requêtes, en fait, pour essayer de comprendre comment votre serveur fonctionne, par exemple. Donc, j'ai mon application. On va aller dans ici, Android Security. Je vais coller dedans. Donc, on va supprimer ce acme.apk. On va supprimer ce dossier que j'avais fait pour tester. On va l'appeler acme.apk. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans le dossier, ce sera très bien. Et pareil, j'ai toujours ma petite anti-sèche parce que c'est des lignes de commande pas forcément très conviviales. Et donc en fait, ce qu'on va faire, on va faire plusieurs choses. On va déjà décompiler l'application. Enfin, on va d'abord installer l'application pour vous montrer que effectivement, ça ne marche pas. Si je mets mon Charles en mode écoute. Donc, si je lance l'HTTP request, ça marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup décompiler l'application. Donc je vais transformer l'APK en quelque chose de à peu près lisible, pas forcément super lisible, mais dans lequel on va pouvoir fouiller. Donc APK Tool, c'est un des outils qui fait ça très bien. Et si je vais dans le dossier ACME qui vient d'être créé, je vais retrouver à peu près, pour ceux qui sont, enfin, j'imagine que tout le monde est dev Android ce soir, mais des formats de dossiers qu'on reconnaît déjà un peu. Enfin, il y a du Android Manifest, il y a du Kotlin, il y a du Rez. Et en fait, si je vais chercher la fameuse clé, parce qu'en fait, si je sais que là l'application se connecte à mon IP.net, rien ne m'empêche d'aller moi-même directement, aller fouiller là, essayer de récupérer la signature qui risque potentiellement d'être utilisée, donc EF, F8, machin. Si je ne veux pas m'embêter, je peux faire un petit grep dans les sources, et là je vais trouver, c'est marrant, il y a un code certes pour KT pour Smally qui contient cette chaîne-là, donc si je commence à aller l'éditer, donc on va aller voir ce que c'est. Donc ça marche sur des grosses applications, hein. Enfin là il y a 3 lignes de code, mais ça marche aussi facilement sur n'importe quelle appli. Donc je peux fouiller, etc. Donc on voit X509 certificate, donc a priori on a le même fichier que je vous ai montré juste avant. Et juste ici on trouve la fameuse ligne où j'avais défini une constante avec ma signature de certificat, que ce soit du SHA-256 ou là un SHA je sais pas combien. En fait ça change pas grand chose. L'idée c'est que je vais pouvoir la remplacer par ma clé de Charles. Bon évidemment je l'ai préparé parce que ça c'est un peu pas facile à s'en rappeler. Et donc je sauvegarde le fichier, je vais remonter d'un dossier, hop, alors je remonte, je supprime mon APK de base, et je vais demander à APK Tool de rebuilder l'application avec les modifications que j'ai fait dans les sources. Donc je lui fais vas-y, recompile, donc ça va être assez rapide. Oui, il y avait un tilde à cause de Emacs, donc il a dit je l'ignore, mais en tout cas il a compilé très bien l'application. Et donc là j'ai de nouveau dans ACME, dans dist, j'ai un acme.apk, et donc si je fais un adb install de acme.apk, ah oui, il manque une étape. J'ai pas encore signé cet APK, donc j'ai généré l'APK, mais il faut lui appliquer une signature. Donc les devs Android, c'est le keystore en fait, tout simplement. Donc j'ai préparé la utiline qui va avec. Donc là je vais signer avec mon keystore de debug, que vous avez tous, mais vous pouvez en générer un de prod ou quoi, ça changera rien en fait, c'est juste qu'il aura votre signature. Donc je fais un jar signer, je lui passe, je mets mode verbose pour qu'il y ait quelques logs, je lui dis signe en SHA-1 1, enfin SHA-1 en RSA, bon c'est pas forcément le protocole qui est d'actualité aujourd'hui sur les signatures, mais ça va marcher. Et je lui dis utilise le keystore qui est dans debug, et tu vas signer acme.apk avec la Android debug key, le mot de passe c'est Android. Et là voilà, il a signé mon APK. Donc à partir de maintenant je vais pouvoir l'installer. Donc ça va automatiquement killer mon application. Je vais la relancer.
Et là, le suspense est insoutenable. Si je vais dans Charles et que je fais une requête, tada. Et donc là, j'ai le code, enfin j'ai le contenu de market qui passe en clair. Et donc en fait, on peut voir qu'on peut très bien rajouter du pinning ou n'importe quoi. Il y aura toujours un moyen de passer outre ça, d'aller inspecter les sources, de modifier une signature, dans le but d'aller récupérer ce que fait votre application. Ce qui est plutôt une bonne chose finalement, parce que ça permet de savoir en fait si votre téléphone ne fait pas n'importe quoi aussi sans vous le dire. Donc c'est assez rapide, on peut le voir. Et des fois, dans certaines applications en prod, on peut tester par curiosité. Et surtout sur la scène pour se rendre compte qu'en fait, il ne faut jamais faire confiance au fait que les appels vont être chiffrés. Un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait là, il y a un module pour Xposed. Xposed, c'est un framework pour les téléphones qui sont en route qui permet d'installer des modules automatiques. Et en fait, ils ont carrément fait un module qui s'appelle SSL Unpinning qui va intercepter dès qu'il y a une requête réseau. Et donc, c'est bien marqué, c'est pour utiliser avec des proxys, etc. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller catcher tous les appels, les bons appels sur les libs JavaX Net SSL, org Apache et OKHTTP. Et donc, en fait, il va faire ça au runtime sans qu'on ait besoin de décompiler l'application, sans rien faire. Donc, ça devient difficile de lutter contre ce genre de choses, en fait, quand on utilise les trucs standards. Et même quand on a vu, si on utilise un truc pas forcément standard, mais identifiable dans le code, c'est dur de s'en protéger. Et en fait, du coup, est-ce que moi je devrais être inquiet finalement, moi développeur d'application mobile? Pas forcément. Par contre, les gens qui font le back-end, il faudrait faire attention parce que c'est un moyen encore plus simple d'aller regarder, enfin, c'est un moyen très simple d'aller voir ce qu'ils font. Donc de base, évidemment, sur un back-end, on n'est pas forcément censé accepter tout et n'importe quoi comme commande. Mais sur du mobile, il ne faut pas se dire c'est du mobile, c'est compliqué d'aller observer, c'est pas Chrome, c'est pas Inspect, machin. C'est faisable et ça peut être du HTTPS avec du certificat de pinning, on peut quand même regarder. Et du coup, le récap. Bon, il faudrait que vous mettiez tous du HTTPS, mais je pense que c'est le cas. Le pinning des certificats, ça existe, ça devrait être mis. Attention quand même au cycle d'upgrade. Par contre, il faut surtout ne jamais forcer l'utilisateur à accepter des sources externes, etc. Des fois, pour certains business, il n'y a pas le cas. Typiquement, Fortnite, ils l'ont fait pour pas être sur le Play Store et sans doute pour les commissions. Mais bon, on peut voir que ça mène à des dérives de sécurité qui mettent en péril les utilisateurs. En tout cas, on ne va pas empêcher le trafic d'être inspecté, on l'a vu. Par contre, on peut toujours essayer de tricker un peu, ralentir le reverse. Là, la chaîne était en dur, on pourrait très bien la splitter en plein de petits chunks, essayer de ralentir en tout cas ce processus. Mais en tout cas, c'est toujours ralentir. Quelqu'un qui est acharné, qui va vouloir le faire, va y arriver. Et en fait, finalement, c'est pas si grave. Enfin, on peut rester cool. En 2019, a priori, vos utilisateurs vont être safe. Au moins, les gens vont pouvoir regarder ce que vous faites, mais vos utilisateurs finaux, ils vont au McDo, ils utilisent leur application, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est tout.